J'aime bien. En plus, j'ai On est bon au niveau du son. Bon, peut-être que d'autres arriveront un petit peu plus tard, mais je vous propose de commencer. Et du coup, je vais vous remercier très sincèrement d'être présent ce soir. Depuis 2 ans, on fait des vœux spécifiques au monde économique parce que finalement, on ne parle pas tout à fait de la même manière, même si les projets que les élus présentent lors des vœux, de manière générale, peuvent intéresser le monde économique. On se pose des questions qui sont évidemment un tout petit peu différentes. Et donc, voilà, on a décidé de faire une cérémonie de vœux spécifique. On invite particulièrement les forces vives du milieu économique. Comme l'année dernière, le format, ce n'est pas un long discours qui présente les projets de la commune, mais plutôt, moi je vais faire une petite introduction très très rapide. Et ensuite, on va faire passer la parole et du coup, c'est l'occasion, avant que je démarre le petit discours d'introduction, de présenter tout le monde autour de la table. Du coup, on a le plaisir d'accueillir donc Stéphane Gillon, qui présentera tout à l'heure la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Voilà, l'année dernière, on avait Julien Marsac pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc voilà, on a changé un tout petit peu sur le point de vue. Ensuite, Patrice Lepelmuzy, qui est président de la communauté de communes, mais là je lui ai demandé d'intervenir plutôt sous l'angle de nous donner quelques informations sur l'agriculture, qui est un domaine économique très important évidemment sur notre territoire. Il pourra donner son avis aussi, bien sûr, la parole est totalement libre. Sébastien Dano pour le Crédit Agricole comme président de l'agence qui est sur le territoire et qui nous présentera la situation des entreprises du SAFNET et quelques éléments s'agissant aussi du Crédit Agricole. Maxime Picard, qui est notre vice-président en charge de l'économie à Questemberg Communauté, qui élargira un petit peu les discussions par rapport aux entreprises, éventuellement même au niveau régional, qui peuvent apporter des éléments. Et Janine Magret, qui est l'adjointe au commerce et au marché, qui présentera 2-3 éléments de contexte par rapport à ça. Donc voilà le déroulé qu'il va y avoir. Et donc, je m'en vais de suite vous présenter mes vœux, qu'on soit un citoyen lambda ou une citoyenne lambda du territoire, ou qu'on soit un opérateur, que ce soit de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et toute activité des professions libérales. Il faut aussi être en bonne santé, donc, parce que vous avez une vie évidemment très très trépidante quand on est chef d'entreprise ou profession libérale ou tout ce que je viens de dire, et donc je vous présente vraiment au nom du conseil municipal, des adjoints évidemment, mes meilleurs vœux pour cette année 2025, une année qui va être sous l'angle un peu comme 2024, de beaucoup d'incertitudes, et je pense que les membres les personnes qui sont autour de la table vont éventuellement parler de ça. Plus on est incertain, plus l'économie se tend, se crispe, ce qui est bien naturel. Et donc, voilà, la posture qui est la nôtre, nous en tant qu'élus locaux, c'est de se dire il faut quand même qu'on continue à travailler ensemble avec les acteurs du territoire pour trouver les solutions, même si on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans nos mains. Et donc voilà, moi j'espère que cette année 2025 elle apportera des réponses là où 2024 il y avait quand même des interrogations, même si le contexte très très court terme de ce qui vient de passer depuis un mois, on va dire, renforce ce sentiment d'incertitude, tout comme les particuliers épargnent énormément dans ces périodes d'incertitude, et on verra ce qu'en dit le banquier qui est autour de la table. Évidemment, les entreprises dans ces périodes-là, elles se posent beaucoup de questions. J'ai juste pris en termes de contexte général, puisque l'année dernière on avait la Banque de France qui nous avait dressé un petit peu ce tableau de contexte général. C'est les chiffres et les données qui sont passées cette semaine dans la presse, l'étude qui montre la situation, l'évolution du nombre de défaillances d'entreprises depuis 2020, et on voit qu'après la période du quoi qu'il en coûte, qui est vraiment visible sur cette diapo-là, on voit qu'on revient, voilà, et
qu'on dépasse la situation pré-Covid. Il y a forcément un effet de rattrapage qui n'est pas satisfaisant, et donc ça veut dire que les défaillances d'entreprise, ça va avoir un impact, alors, quel que soit leur domaine, et vous voyez la répartition par secteur d'activité. C'était un autre chiffre qui était sur cette présentation, c'est les 250 et quelques mille emplois qui sont considérés comme étant menacés par les procédures collectives qui ont démarré en 2021. Donc là, on est sur des emplois, cette fois, répartis par secteur d'activité. On voit que les services aux entreprises sont devant, la construction, et là, il y a un impact lié aussi qui sera mécaniquement lié aussi à la commande publique, puisque dans la construction, il y a vraiment un volet habitat, évidemment, qui est en partie seulement lié à l'habitat public. Mais il y a aussi évidemment tout ce qui est construction publique, et on sait que les grandes entreprises qui travaillent sur le TPI, la voirie, vu que les collectivités se retrouvent dans une situation à devoir faire beaucoup plus attention aux deniers publics, c'est un secteur sur lequel on risque d'avoir des sujets. Et le troisième domaine, c'est le commerce, et ensuite l'industrie, et puis après, ça redescend un peu plus bas sur les autres activités. Les autres documents, voilà, les autres infographies que j'ai sorties, c'est par secteur d'activité le nombre d'emplois, et on se rend compte que le commerce est évidemment touché avec les risques de procédures collectives, mais un peu moins que les autres secteurs. Et on voit que ça va aussi dans les activités tertiaires. L'avant-dernier petit histogramme, on parle des activités d'assurance et de finance, qui, elles aussi, à partir du moment où l'activité tousse, il y a des secteurs sur lesquels il peut y avoir des difficultés. La dernière infographie que j'ai prise, c'est la répartition géographique, parce que du coup, dans la notion de confiance et d'état d'esprit qui est cruciale quand on est sur l'entrepreneuriat, le fait de se lancer, de continuer à investir dans son entreprise, qu'elle soit toute petite à 1 ou 2 salariés ou qu'elle soit grande à 400 salariés. Évidemment, ça ne se passe pas partout de la même manière, et on voit que c'est très divers, et à cette heure, les procédures collectives vont être beaucoup plus, en tout cas, autour des grandes métropoles françaises, et pas dans les zones plus dispersées comme les autres. Même si, et là ça sera mon mot de fin sur ce contexte général, même si on sait bien que sur notre territoire, le bassin d'emploi, là, si je redescends vraiment à l'échelle très locale qui est celle de Questenberg et de Questenberg Communauté, on est entouré d'entreprises qui, tous forts, Michelin, puisque là ils ont annoncé la fermeture, et puis dans notre ville, à Questenberg, moi j'ai des amis qui travaillent chez Michelin, et donc vous en connaissez probablement aussi, donc ça veut dire que ça a un impact sur des familles concrètement dans notre territoire. Je l'ai dit au vœu, il y a la France de Bretagne, c'est un tout petit peu plus loin, mais malgré tout, c'est aussi des emplois relativement importants. On a la Gacilly, le Hermel, on sait que l'usine va devoir, elle est annoncée à la vente, elle changera de main à un moment donné, avec toujours un côté des ventes, un risque de perte d'emploi. Et puis plus récemment, Sodial à Malais 3, et même si l'activité, elle, ne va pas disparaître, puisqu'elle sera juste transférée en Ille-et-Vilaine, malgré tout, c'est des emplois avec des gens qui, Malais 3, c'est un jet de pierre d'ici, donc des gens qui habitent sur notre territoire. Pas d'impact direct, en tout cas, c'était les échanges qu'on avait eus avec Patrice, notamment sur le fait que la collecte de lait, elle, ne va pas bouger, en tout cas à ce jour, c'est ce qui est annoncé. Mais pour tout dire, c'est quand même, on est dans un contexte qui est relativement anxiogène, vous n'allez pas me dire le contraire. Et comment on fait, nous, et quelles photos on donne pour se dire, on a quand même des atouts dans nos territoires pour résister. Et du coup, c'était l'objet d'inviter des gens qui moi, je fais juste cette photo-là vue de ma fenêtre, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je me dis, quelle est la position de la Chambre de commerce, quelle est la position de l'agriculture, quelle est la position des banques dans cette situation, et comment nous, on accompagne un tout petit peu le sujet. L'année dernière, à cette époque, ce sera ma conclusion, on était avec Julien Marsac sur cette scène et on parlait de manière générale. Et nous, avec Janine, on avait pris le pli de ne pas laisser le sujet de nos 2 boulangeries de Questenberg qui sont fermées comme ça, sans rien faire. Donc on a travaillé avec la Fédération de la boulangerie, avec la Chambre des métiers d'artisanat, et on voit qu'un an après, la situation n'a pas forcément avancé. On
va se dire les choses. Et donc elles n'ont pas avancé. Les raisons, souvent, c'est que c'est des sujets très individuels, avec des problématiques très très individuelles. Pour tout vous dire, il y a une troisième boulangerie à Questembert qui est aussi avec un artisan boulanger. Je n'ai pas vu s'ils étaient là ce soir dans la salle, mais qui va partir en retraite. On les a rencontrés la semaine dernière, donc on ne va pas rentrer dans la procédure, mais on voulait savoir dans quelle situation ils étaient. Donc, tout ça pour vous dire que nous, en tant qu'élus, on n'a pas d'énorme pouvoir sur ce qui se passe, mais en revanche, que ce soit Janine, que ce soit Maxime, que ce soit Patrice pour la vice-présidence, pour la présidence de l'Interco et moi-même en tant que maire, on est là aussi à votre disposition, non pas pour résoudre les problèmes économiques, parce que ce n'est pas dans notre rayon, mais pour vous accompagner s'il y a des besoins, s'il y a des réflexions, pour vous écouter sur des sujets particuliers. Et dans la mesure du possible, on essaiera d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà, je vous renouvelle mes vœux, mais de toute manière, après cette table ronde, on passera à un moment d'échange et éventuellement surtout de convivialité derrière. Et donc, par rapport à cette introduction, du coup, je te laisse la parole, Stéphane, et il faut que tu nous décrives un peu ce que fait la CCI au sens large, et puis la situation des éléments plus territoriaux. Merci, monsieur le maire. Je vais tout d'abord me présenter. Stéphane Gillon, je suis membre élu à la Chambre de commerce du Morbihan. J'en suis le vice-président. Je tenais déjà à excuser mon président Philippe Rouault qui ne pouvait pas être là ce soir, donc il m'a demandé de venir. Et pour le coup, j'ai accepté avec grand plaisir parce que je suis également commerçant à Questembert en tenant le bricomarché. Je suis vice-président en charge du commerce et également élu à la Chambre régionale. Et pour les 4 départements bretons, je suis administrateur Seine-Breise, qui est, on va dire, la foncière de la région. Sur la CCI, c'est 5 délégations dans le département du 56. Vous les voyez, Vannes, Auray, Pontivy et Lorient. Avec 5 vice-présidents dans chaque délégation, avec à chaque fois un million de collaborateurs pour Questembert et Vannes, Louis Yannick qui est là. Et donc on intervient un peu sur tous les sujets qui sont propres à la CCI. Alors, dans le CCI, il y a ces 2 mots-là, mais il y a le commerce et l'industrie, donc c'est essentiellement sur ces 2 sujets qu'on intervient tout au long de l'année avec nos collègues et nos collaborateurs. On a, comme ça s'appelle, toute une gamme de solutions au niveau de la CCI qui vient aider les commerçants et les industriels, que ce soit de la création à la transmission, avec plusieurs axes, on en a 6 stratégiques qui sont définis dans un COP. Parce qu'on est pour le coup un établissement public, donc on dépend du préfet, et donc on a des obligations légales et qu'on doit présenter en début de mandature et de les tenir. Bon, c'est transmission, création. Il y a la transition bien sûr écologique des entreprises qui a maintenant un axe important, le développement. Ça reste comme un peu là. Donc on a plusieurs et on organise avec pour les commerçants, les industriels du département, des groupes de travail, des situations RH, des politiques de recrutement pour aider à travailler. On intervient dans des usines agroalimentaires, et pour ça, et notre département aussi. Tout ça en lien avec la CMA et la Chambre d'agriculture. La semaine dernière, c'était les voeux de la CCI, mais on les fait en commun avec la CMA et la Chambre d'agriculture. Pour le coup, c'était une seule soirée au janvier, ça arrange un peu tout le monde et surtout monsieur le préfet. Et donc, on essaye c'était assez cloisonné, mais l'État nous oblige de plus en plus de nous parler pour que moi, dans mon cas, vice-président, j'ai 33% de mes ressortissants qui sont commerçants et artisans. Parce qu'un coiffeur, un artisan boucher, il fait du commerce, il transforme, et après il fait du commerce. Donc on intervient souvent avec Julien sur des sujets précis. Voilà. Donc si on fait un focus sur le territoire, la CCI en 2024, elle est intervenue 67 fois sur le territoire de Questembert Communauté. C'est à 80% des entreprises
du secteur commercial et quelques industriels. Donc ça va de la création, pour vous donner un chiffre déjà un premier, mais il y a eu 83 créations dans l'Interco, il y en avait eu 82 en 2023. Et sur Questember même, il y en a eu 25 en 2023 et cette année 32 créations. Je mets en appareil, des fois il y a aussi des liquidations qui interviennent. Il y a eu 16 liquidations, dont 8 sur Questember en 2024. L'emploi salarié se porte bien, voilà, c'est des données URSSAF. Donc aujourd'hui, recensé, il y aurait 1277 emplois salariés sur Questember, enfin 2854 exactement selon l'URSSAF. Sur Questember Communauté et dont 1277 sur la ville de Questember. Un petit point sur la situation économique. Monsieur le maire en a parlé, on a fait, vous recevez peut-être de temps en temps des enquêtes, enfin c'est pas de temps en temps, c'est tous les 6 mois ou tous les 4 mois de mémoire, une enquête semestrielle, ce que ça veut dire. Tous les 6 mois pour vous demander un peu où vous en êtes, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, quels sont vos projets. Il est clair que la dernière qu'on a envoyée sur le dernier semestre 2024, c'est une chute assez vertigineuse. Donc, quand on rencontre ce qui est le cas, on a fait un copil en préfecture, la CCI présente toutes les chambres, la CAPEP, la Fédération du bâtiment et tout ça. Nous, chef d'entreprise, on sent tout de suite que ça ne va pas, et puis pour être clair, l'État, il a dit, monsieur le préfet, tant que ça rentre, tant que la TVA rentre, tout va bien. Bon, oui, mais elle rentre. Pour le coup, le directeur général des finances publiques me dit, il n'y a pas de chute. Donc, tant que la TVA rentre, l'État n'est pas inquiet. Bon, pour le coup, les chefs d'entreprise sont quand même inquiets. Il y a une forte baisse d'activité en 2024 pour plusieurs secteurs. Le tourisme, le premier d'entre eux, qui est dû à un gros facteur climatique cette année, qui a déjà été compliqué en 2023. 2022 était une année exceptionnelle et de canicule en Bretagne, ce qui n'arrive pas souvent. Et 2024, avec la météo cata, mais pour le coup, elle n'a pas été cata que chez nous, elle a été cata sur toute la côte atlantique. Et donc, il y a une forte baisse des réservations en Bretagne, parce que 2023, c'était pris la pluie, donc là, ils ont dit 2024, on viendra pas, et pour le coup, il y a eu la pluie aussi. Gîtes de France a fait il faut voir, Gîtes de France a fait une étude quand même, et ce qu'il en ressort, c'est que certaines personnes ne viennent plus en Bretagne, parce que pour le coup, les prix sont plus chers que la Côte d'Azur. Côte d'Azur, il y a le problème de l'habitation, mais ce qu'il en ressort de cette étude, c'est que certains clients, touristes, futurs clients, se plaignent un peu des tarifs pratiqués en Bretagne, où les Gîtes de France ont fait des comparaisons sur des plats du jour, des choses comme ça. Ouais, il y a des prix qui peuvent être supérieurs à la Côte d'Azur, du fait d'un peu moins de concurrence, moins de restauration, mais bon, ça pénalise un peu le pouvoir d'achat. Sur l'industrie, ce maire en a parlé, c'est un peu compliqué 2024 pour les gros industriels qui nous concernent, qui est Vannes et Fonds de Bretagne. Néanmoins, Vannes a été retenu comme territoire d'industrie par un projet France 2030. Et donc, c'est vrai qu'il y a de l'optimisme quand même si pour Michelin, ça va être compliqué, enfin surtout bien sûr pour les salariés. Bon, il y a un gros accompagnement de la part de Michelin en Clermont-Ferrand, parce que c'est malheureusement pas la première fois qu'ils ferment une usine. Mais pour revitaliser le site et tout, il y a quand même des pistes qui arrivent, parce qu'il y a encore des industriels qui souhaitent se développer. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la ZAN, et que maintenant, le moindre site industriel, il peut intéresser beaucoup de personnes, parce qu'il ne faut plus manger de terre agricole. Et donc, un site de cette ampleur-là intéresse déjà pas mal d'industriels. Voilà, donc un pessimisme ambiant, donc on ressent depuis fin 2024, qui va s'accentuer en 2025, tant que là où il ne se passera pas grand-chose, les chefs d'entreprise, on voit bien, les investissements sont en net recul, on n'investit pas, donc on est dans une incertitude. Le contexte économique international, pour le coup, avec le nouveau président hier, Donald Trump, fait que pour les grosses boîtes, c'est encore plus compliqué. Donc, l'incertitude qui va planer tout 2025, on a bon espoir que
que ça se règle au niveau politique pour que les chefs d'entreprise reprennent confiance. Certains ont de la trésorerie, et donc ils ont juste appuyé sur un bouton pour développer leur boîte. C'est vrai que le Morbihan et la Bretagne, c'est 4,20%, ça m'avait surpris quand je suis arrivé, mais c'est que 4% de l'économie française, 4,20%, malgré le poids de cet agroalimentaire qui est important. Mais on va dire que au niveau Bretagne, les chefs d'entreprise sont plutôt ils ont un optimisme caché, on va dire, et ils sont prêts à lâcher les chevaux quand tout ira bien. Voilà ce que je pouvais dire sur Questenberg et sur le contexte économique. Alors, je ne l'ai pas vu. Ah oui, c'était pour 2025, lorsque vous répondez au questionnaire, c'est qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous n'allez pas faire, qu'est-ce que vous faites. Et donc en fait, la première, c'était réduire les coûts de production et des charges. Il y a eu une forte augmentation beaucoup, il y a eu une inflation de la matière première, il y a eu une inflation des salaires. Les charges de matières premières énergétiques et les matières premières pour ceux qui importent. Et puis derrière une augmentation des charges frais perso, donc ça a mis en difficulté beaucoup d'entreprises, on a parlé, qui sont vite défaillantes parce que ça tourne vite. Le contexte de la construction, c'est moins 37% de permis construire en Bretagne sur 2024, ce qui est énorme, c'est jamais arrivé. Même en 2008-2010 avec les Sautoines, c'était pas arrivé, donc ça chute vertigineux. Mais c'est nos collègues du bâtiment qui nous disent c'est cyclique. Les grosses boîtes vont s'en sortir, voilà. Et, comme en 2008, les plus grosses ont fait le dos, maintenant que ça passe, le bâtiment repartira. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce que je n'ai pas vu, une bonne année 2025, parce que malgré des incertitudes parfois, c'est quand même une belle année, si on peut souhaiter, au mois de janvier. Boris l'a dit, donc Patrice Boutique, président de Questenberg Communauté, mais si je suis ici ce soir, c'est pour parler d'agriculture. En effet, dans le monde agricole, il y a des élections qui se passent en ce moment, et donc la deuxième quinzaine de janvier, d'autres que moi ont parlé d'agriculture sur le territoire, mais c'est mieux de ne pas participer à des réunions publiques quand on est soit candidat, soit la chambre d'agriculture. Pour moi, mon métier d'agriculteur va encore durer 1 an ou 2, je me rapproche plutôt doucement de la retraite, et donc je connais assez bien l'agriculture française, mais plus particulièrement l'agriculture bretonne, morbihannaise et celle de Questenberg Communauté, puisque j'étais assez actif dans le mouvement notamment de développement agricole pendant plus de 30 ans. Pour vous parler de l'agriculture sur le territoire de Questenberg Communauté, c'est un territoire comme notre communauté commune, on doit faire à peu près 5% de la surface, un 20e, et comme en population, c'est à peu près la même chose, on n'a pas de grandes villes, ce qui fait qu'on a une densité sur ce territoire qui est un peu plus faible, selon ses habitants au kilomètre carré par rapport au centre, je pense, le Morbihan. On a ni Vannes ni Lorient sur notre territoire. Et par contre, sur le nombre d'exploitations, on a 7% des exploitations, des emplois qui sont dans le monde agricole sur Questenberg Communauté, ce qui n'est pas le double, mais on est à 4 sur le département, donc on est à 7%, donc c'est un territoire qui montre bien sa ruralité et son dynamisme agricole. Si on parle des chiffres agricoles, évidemment, en termes de constat depuis 20 ans, si on parle de 2001, on a divisé en 20 ans le nombre d'agriculteurs par 2. On avait déjà divisé par 2 dans les décennies précédentes, donc ce qui fait que cette hémorragie du nombre d'agriculteurs continue. Je préfère parler du nombre d'exploitations que du nombre d'agriculteurs, parce que parfois les générations se renouvelant, les gens préfèrent travailler pour des raisons de confort social à plusieurs, et donc parfois dans une exploitation, si on est en 1970, on avait classiquement 2 personnes, le couple qui travaillait dans une exploitation, on est aujourd'hui sur des exploitations à 2, 3, 4 personnes, ce qui fait que ça change un peu ces chiffres. Et puis pour
relativiser aussi. Le nombre de salariés dans les exploitations recommence à augmenter. Pendant très longtemps, on a vu une diminution du nombre d'agriculteurs dans les années 50 ou peut-être aux années 80 dans les exploitations agricoles, mais aujourd'hui ça remonte, et donc beaucoup d'exploitations ont des salariés, donc ce qui veut dire que le nombre de chefs d'exploitation diminue, mais il est en partie compensé. Et cette baisse du nombre d'agriculteurs, elle n'est pas liée à notre territoire, qui est notre communauté, elle est globale partout en Bretagne et en France. Ce qui fait qu'en 418 chefs d'exploitation, sur les 308 exploitations, ça montre bien qu'on a plusieurs chefs d'exploitation par exploitation. Ils peuvent continuer à installer, sur 5 ans c'est 25 installations, c'est 7 en 2023, il me semble, et donc ça continue. Ce qui est préoccupant quand on parle de démographie agricole, c'est que plus de la moitié des chefs d'exploitation, une grosse partie ont plus de 60 ans. 42 sur 308, et puis si on prend les plus de 50 ans, et bien là on est à plus de la moitié. Et ça on n'est pas original, puisque c'est la même chose au niveau pavillonnaire. On a vraiment une grande majorité des gens qui ont entre 50 et 60 ans, certains plus de 60 ans, et donc une minorité qui ont moins de 30 ans. C'est préoccupant, c'est-à-dire que le renouvellement ne se fait pas. On a été pendant très longtemps à avoir un installé pour le départ, on est plutôt à 1 pour 3. Il y a des volontés politiques, c'est le cas de la région Bretagne qui en parle, de vouloir atténuer ce chiffre, mais c'est difficile. Je pense qu'on paye un peu peut-être, c'est tout à fait personnel, c'est pas politique, mais on a dans notre milieu agricole souvent pour revendiquer, terminer un peu l'image, on est beaucoup, mais il n'y a pas assez. Et je pense qu'au fil des décennies, ça a peut-être marqué aussi les esprits de jeunes qui auraient pu se mettre à faire ce métier, qui est un très beau métier, un métier de passion. Et quand on voit les gens quand ils arrivent à la cinquantaine, alors bien sûr que dans tous les métiers libéraux, il y a parfois des échecs, mais il n'y a pas que des échecs, il y a quand même aussi de belles réussites. Et donc je pense qu'on doit redorer un peu l'image des agriculteurs, notamment auprès des jeunes qui veulent des conditions de vie et de revenus satisfaisants. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Si on parle d'agriculture, on parle de la gestion de l'espace rural, donc des chemins, des talus, mais aussi des champs évidemment. Et on a encore sur notre territoire, parce qu'il a conservé une grande partie de politique culture et élevage, donc des animaux et des cultures sur la même exploitation. C'est important, je crois, pour la gestion et l'avenir de nos sols, l'activité des autres, donc de garder, ça nous oblige, on fait le constat qu'on est à 47,5% de prairies, parce que les ovins, les caprins, surtout les ovins et les bovins, ont besoin de prairies pour se nourrir, ce sont des ruminantes, et ça, je trouve que c'est un signe de qualité, parce que si on regarde sur l'ensemble de la montagne, on a des grandes zones qui maintenant se végétalisent, parce que l'élevage est un peu moins bien rémunéré, quand même. On a connu des crises du lait, des crises de la volaille, et évidemment, et de la viande bovine surtout, qui est vraiment une belle production, des produits de qualité, mais qui n'est pas toujours rémunéré comme il se devrait. Et quand je vous parle de ça, oui, on a encore, et c'est plus important dans le départemental, 30% des exploitations qui sont en bovin lait. On doit être à 24-25%, donc c'est des chiffres de 2023, donc on est un peu plus important. On a aussi plus de polyculture et élevage, moins de grandes cultures. Alors c'est lié à l'histoire du territoire, c'est lié aussi peut-être parce que les régions qui se végétalisent, je pense notamment le long de l'Atlantique, l'élevage est plus difficile, on fait un bâtiment d'élevage est plus difficile, donc obligatoirement la presqu'île-de-Ris, juste près de chez nous, elle a vu les bovins diminuer d'une manière forte, séparés dans certaines communes, au profit des grandes cultures. La volaille, on avait vraiment un territoire de volaille sur Castelmère Communauté, puisqu'il y avait une histoire de boue dans le temps, avec des communes comme Malansac, Puy-en-Velay, qui avaient beaucoup de poulaillers, ça a diminué un peu. Mais il reste de la volaille sur le territoire. On a eu la chance en 2023-2024. La grippe aviaire est venue sur le territoire, mais cette activité a été contenue quand même assez rapidement, parce qu'évidemment ça peut être un fléau très important. Le sanitaire en élevage est extrêmement important. On a eu le sud-ouest, par exemple, de production de canard, qui avait quasiment disparu à la première passage de grippe aviaire. Donc évidemment, ça donne aussi d'incertitude parfois aux éleveurs. Et ça nous permet aussi d'avoir de la violence à grave, aussi pour canard à Lausanne,
c'est des entreprises, Montana, je connais bien, parce que c'est où je suis maire, c'est plus de 400 salariés, et donc avec une belle dynamique d'investissement, des salariés qui se plaisent bien dans l'agroalimentaire, puisqu'ils restent souvent jusqu'à leur départ en retraite, et dans l'entreprise, un peu comme chez nous, il y a beaucoup de gens qui vieillissent dans le métier, donc il va falloir les renouveler. Dont je parlais, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce territoire, c'est pas anodin. Les entreprises diminuant, elles ont obligatoirement un chiffre d'affaires qui augmente. Et puis l'agriculture qui est variée, ça je pense que c'est un avantage pour le territoire. On a 18% d'exploitation d'agriculture biologique, c'est plus important que sur le restant du Morbihan ou de la Bretagne. Et puis, car c'est une exploitation qui vend en vente directe, et donc là aussi, ça permet à des exploitants de se rapprocher un peu de la société civile, qui sont demandeurs aujourd'hui sociologiquement. On a des gens qui aiment bien acheter en direct. Et si on prend le lait, le porc et les légumes, qui sont trois productions importantes, eh bien, on nourrit avec la production qui est celle de la communauté l'équivalent de 200 000 personnes quasiment, donc 10 fois plus que notre territoire de compte d'habitants. Et je parle d'agroalimentaire, donc on a 4 entreprises agroalimentaires et qui vont travailler 944, donc presque 1000 salariés sur le territoire. Voilà, donc je trouve qu'en conclusion, on parlait d'un contexte international et national qui perturbe un peu. Le monde agricole a cette particularité d'être sur un temps long, contrairement à l'industrie, au commerce, où on amortit souvent très rapidement, d'une année sur l'autre on peut se réorienter. L'agriculture, ça marche avec des saisons, ça marche avec des générations. Un bâtiment, on sait qu'il faut 20-30 ans pour l'amortir. Un choix génétique dans un élevage, c'est 10-15 ans avant de voir parfois le résultat précis si on a fait un bon choix. Les rotations dans les champs, c'est des cycles qui sont pensés sur 5 à 10 ans. Donc on est sur un temps différent. Et si on ne donne pas aux agriculteurs de la perspective, de la sécurité pour des marchés à long terme, eh bien ça crée des incertitudes. Et je pense que ça amène parfois des bons agriculteurs à arrêter leur métier en courte carrière ou des jeunes à refuser ce métier. Donc j'espère que les politiques. 2024 est un mauvais exemple, mais que dans l'avenir, eh bien, on aura des pouvoirs politiques qui donneront de la sécurité aux agriculteurs pour voir à long terme, parce que notre métier nous oblige à voir à long terme. Voilà. Et je répondrai à d'autres questions évidemment, on pourra parler très longuement d'agriculture. Merci Patrice. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Lano, responsabilité de Crédit Agricole sur le territoire. Merci Madame Agré d'être présente à la tribune, sinon ça aurait été un peu bien. J'aurais aimé avoir beaucoup de temps pour vous parler de mon quotidien, mais je vais être synthétique. J'ai préparé 7-8 diapositives que je vous propose de commenter, et comme je n'ai pas le retour, je vais le mettre sur le côté, ce sera plus facile. Non mais ça va, quel regard je porte sur le territoire? L'histoire que je vais vous raconter ce soir brièvement, c'est ce que je vis au quotidien avec l'ensemble de l'équipe du Crédit Agricole, c'est-à-dire à peu près 25 personnes. 3 métiers au Crédit Agricole que vous connaissez, la banque, donc un métier de transformation, on collecte de l'argent local et on le prête en local, pour faire simple, avec ce qu'on appelle la banque d'intermédiation. Et c'est ça qui est très compliqué dans les contextes d'incertitude, mais je vais vous en dire un petit peu plus tout de suite. Les assurances, immobilier, quelque chose d'assez classique. Le territoire dynamique, grosso modo, le Crédit Agricole, c'est un peu plus de 500 ouvertures de compte chaque année ici dans le monde. Mes collègues intervenants vous ont parlé de quelques éléments de contexte. J'en ai retenu 2 quand j'ai préparé les diapositives. Je le traduis avec mes mots. Ce qui se passe dans l'hémicycle à Paris, c'est une vraie répercussion, y compris en local. Voilà. Je ne peux pas dire le contraire. La diapositive suivante vous le montrera tout à l'heure. Et puis, la réélection de M. Trump aux USA laisse beaucoup d'espoir pour certains et beaucoup d'inquiétude pour d'autres. Je ne ferai pas de jugement sur l'homme et sur la politique, mais il est certain qu'il va y avoir de l'incertitude
tant que la vision ne soit pas très claire, notamment sur les droits de douane par exemple pour le commerce. On est un peu moins impacté ici en local, mais quand même il y a quelques entreprises qui font quand même de l'exportation. La petite mention que j'ai notée, c'est, voilà, on en parle un peu, beaucoup, pas beaucoup, oui, mais la déclaration de la note avec les agences de notation, c'est une vraie répercussion, concrètement. La diapositive suivante va vous permettre de voir que concrètement, j'ai mis volontairement, même si ce n'est pas très très lisible, la courbe qui est en bas et qui illustre l'évolution des taux courts et des taux longs sur l'espace d'une année. Regardez simplement la partie droite de la diapositive. En bleu, vous avez ce qu'on appelle les taux courts, donc l'Euribor 3 mois. Grosso modo, quand on a préparé la plaque, on était à peu près à 2,75. Ça continue de baisser un petit peu. Et vous avez les OAT, donc l'emprunt à 10 ans, qui lui, en l'espace d'un mois, en clair, depuis qu'il y a eu la censure du gouvernement Barnier, eh bien, on a pris 0,80. Ça veut dire quoi, concrètement? Je pense que mon comité de direction du Crédit Agricole du Morbihan va ajuster à la hausse la grille des taux d'ici très peu de temps. Voilà. Concrètement, ça veut dire ça. Donc, en clair, un jeune ménage qui voudrait emprunter sur 20 ans une certaine somme pour acheter un bien immobilier, eh ben, il va emprunter un petit peu moins parce que le coût de l'argent sera plus cher. C'est ça que ça veut dire. Comment ils vont évoluer les taux? Franchement, j'en sais rien. Moi, je suis pas psy, j'ai pas de boule de cristal, donc franchement, je suis coco, je sais pas. Donc on va subir les incertitudes du marché. Tant qu'il n'y aura pas une visibilité, et puis les confrères nous disent une certaine posture de stabilité du monde politique en général, eh bien, il y aura de l'incertitude. Et il n'est pas impossible que la courbe rouge reparte à la hausse, comme elle peut aussi repartir à la baisse. Voilà. Nous verrons. Tout ça pour vous dire sur la diapositive suivante que le crédit, ça fait partie de nos activités, hein, bien évidemment. J'ai préparé 2 ou 3 diapositives sur on va dire, l'actualité liée au crédit, mais pas que. La première diapositive, c'est l'habitat. Nous avons, nous, le Crédit Agricole, mais moi-même, j'ai la conviction que le patrimoine des ménages, en général, ça passe notamment par l'immobilier. Et on dit souvent dans les études que 60% du patrimoine d'un ménage, c'est l'immobilier. Concrètement, nous, au Crédit Agricole, on veut continuer à prêter. La diapositive juste après vous montre que malheureusement, dans certaines situations, on ne peut pas prêter. L'histoire, une fois de plus, elle est locale. Concrètement, nous, en 2024, la demande de crédit immobilier a été moindre. Voilà, on a eu moins de demandes, on ne va pas se mentir. Nous avons été obligés, je dis bien obligés, de refuser plus de crédits parce que nous avons des contraintes réglementaires qui nous sont imposées. Je ne rentre pas dans les détails, mais le taux d'endettement, ça parle à tout le monde. Voilà. Je vous livre une conviction qui est tout à fait personnelle. Le dispositif MaPrimeRénov', qui parle de très très bonnes intentions, peut générer de la méfiance parce que pour certains, c'est une usine à gaz. Donc concrètement, alors que l'on voudrait et que nous avons plein d'offres différentes pour accompagner les ménages dans les rénovations de leur habitat, eh bien, on n'a pas beaucoup de demandes, il faut être clair. Et puis, il y a l'arrêt du dispositif Pinel lié à la défiscalisation. Donc, tous ces quelques idées font que concrètement, le Crédit Agricole de Questembert, mais c'est vrai sur l'ensemble du Crédit Agricole de Morbihan, a prêté 30% de volume en moins que les années précédentes. On continue bien sûr à prêter au territoire, à tous les acteurs. Et puis, je soulignais, et certains l'ont dit, la réalité du territoire, c'est aussi que les jeunes ont du mal à accéder à la propriété aujourd'hui. Concrètement, si nos jeunes n'ont pas mis un peu d'argent de côté avec un peu d'apport, ou si on n'a pas papa et maman pour donner un petit coup de main, c'est un peu compliqué. Et je peux vous assurer que le logement reste une préoccupation majeure de grande partie de nos clients, avec un élément de vie, c'est de nombreuses séparations, y compris sur le territoire. Et quand vous vous séparez, il faut passer de un logement à 2 logements, c'est une réalité. La diapositive suivante vous donne juste quelques éléments sur l'épargne. Donc, en clair, en période d'instabilité et de méfiance, les Français continuent à épargner. Au Crédit Agricole Questembert, on a collecté 38 millions en 2024 sur différents placements. Alors, le livret A, il reste toujours plébiscité. On a énormément de livrets A qui sont au plafond.
L'assurance vie est toujours un dispositif qui séduit. Et puis, nouveauté, alors il y a des pour, des détracteurs. Mon constat, moi, en tous les cas, c'est que la crypto-monnaie, qui s'appelle à tort la crypto-monnaie, on devrait appeler ça des crypto-actifs, commence à séduire, et notamment le jeune public. Ça pose question. Parce que certains jeunes pensent qu'ils vont devenir millionnaires en achetant de la crypto. Et puis il y a énormément de fraude sur les marchés. Voilà, donc certains se lancent pas réel, sans aucune épargne de précaution, et puis au final ils ont tout perdu. Et voilà. Donc méfiance toujours sur les différents dispositifs. Une diapositive sur le marché des professionnels. Alors, on n'a pas assez de temps pour donner plein de choses. Je vais rester très succinct, on va dire. On a honnêtement un marché local que nous accompagnons sur le marché des professionnels qui reste dynamique à mes yeux. Nous avons accompagné en 2024, mais comme nos confrères des autres établissements bancaires, nous avons accompagné des projets d'installation, de reprise, etc. C'est pas anodin, je m'autorise à dire, au centre-ville, autour des Halles, ce serait bien de dynamiser davantage, mais je n'ai pas la solution. Un sujet sur le territoire où on a un réseau d'artisans très développé. On a encore beaucoup de sollicitations sur des ouvertures de comptes en statut micro-entrepreneur. Ça, c'est une vraie réalité. Il y a de l'incertitude et il y a du risque. Oui, dans mon activité quotidienne, quand je commence ma journée, on gère d'abord les risques. Ici, en local, très sincèrement, je ne suis pas inquiet aujourd'hui pour la gestion du risque. Oui, il y a quelques entreprises, petites ou moyennes, qui peuvent être un peu en difficulté. En règle générale, quand on se met autour de la table, on arrive à trouver des solutions. Mais le risque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'est pas dégradé, mais on anticipe qu'en 2025, il peut y avoir des situations plus compliquées. Donc c'est un point d'attention que l'on porte avec nos chefs d'entreprise. Et puis, certains sont dans la salle, et puis il y avait hier soir la galette des rois. Je trouve personnellement que la fusion de l'UDEC et du réseau de l'Union des entrepreneurs est gagnante, et je sens une certaine dynamique s'instaurer, et on ne peut que s'en féliciter. Nous n'avions pas préparé, Patrice, mais juste quelques idées sur le marché agricole. Alors, il faut toujours prendre du recul et de la hauteur sur les choses. Vu de la fenêtre du crédit agricole, le crédit agricole se porte très bien et l'agriculture se porte bien. Dans le sens où, aujourd'hui, nous accompagnons les projets de reprise, que ce soit du conventionnel ou des circuits courts. Il y a différents modèles qui coexistent, qui cohabitent, c'est tant mieux. Donc on continue à accompagner, on a vocation à identifier et à accompagner toutes les sessions reprises. Il y a de nombreux enjeux, j'en ai juste cité deux. Alors tu l'as dit Patrice, mais en local, effectivement, il y a de nombreux départs dans les 5 ans à venir. Il y en a entre 40 et 50. Donc c'est un sujet. C'est un sujet aussi pour le cédant de préparer la session. Et parfois on s'aperçoit que il y a des exploitations agricoles qui sont, on va dire, des entreprises gérées par des agri-managers. Et céder l'entreprise, quand ça devient très gros, c'est pas si simple que ça, mais de rien, ça se prépare. Et puis il y a le passage de toutes les transitions liées au climat, etc. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est les panneaux photovoltaïques, énormément de dossiers traités dans ce sujet-là. L'année dernière, lorsque j'étais intervenu, j'avais évoqué ce sujet et je m'autorise à le réévoquer, ces deux paradoxes. La souveraineté alimentaire reste un sujet. Toujours plus de normes, toujours plus d'importations. Je ne ferai pas de commentaires sur le Mercosur, mais voilà, c'est un sujet. Donc on peut comprendre l'inquiétude de nos agriculteurs. Le deuxième sujet, et là aussi c'est une réalité, c'est que les consommateurs que nous sommes, pour la plupart, nous souhaitons manger sain. Mais en revanche, on n'est pas prêt, on va dire, à payer le prix qu'il faut pour manger sainement. Et contrairement, on le voit dans les budgets de nos clients, la part du multimédia explose. Je vous fais grâce, mais nombre de clients ont aujourd'hui, au-delà du téléphone, de l'abonnement à Canal+, à CanalSat, à Netflix, à Deezer, et voilà. Le budget multimédia dans une famille explose, au détriment souvent du budget alimentaire. Je ferme la parenthèse.
Tout ça pour dire sur la dernière réflexion que je vous propose d'avoir un regard tout à fait, elle a disparu, c'est pas vrai, mais un regard d'optimisme. En tous les cas, moi je suis optimiste pour 2025. Oui, il y a des incertitudes, oui, il y a des inquiétudes, mais voilà, le territoire, entre guillemets, globalement, vu du trait d'école, financièrement parlant, va bien. Merci de votre attention. Maxime, je m'excuse, mais également, en fait, je pense que ta diapo a été remplacée, il y en a deux qu'on sauté. La conclusion de Sébastien n'y est pas, et celle qui était en ton nom n'y est pas non plus. Donc, je vais rester sur celle de Janine, mais c'est toi qui vas parler, et Janine prendra la parole derrière. Compétences techniques et communauté. Bonsoir à tous et à toutes. Évidemment, l'ESE, je ne l'ai pas encore rencontré depuis le début de l'année, et je vais aller dans le vif du sujet et en complément de ce qui a déjà été dit, pour dire qu'une politique économique, en tout cas une situation, une analyse économique sur le territoire, ça se fait d'abord sur une question de temporalité et une question d'espace, avec une banalité, et ça va permettre de bien comprendre les mécaniques du débat économique sur le territoire. Quand on regarde la conjoncture économique en Bretagne, on se retrouve en situation qui est un début de crise, peut-être, en tout cas un début de moment où ça peut entrer dans une séquence de crise. Et la dernière séquence qui ressemblait à cette séquence-là, c'est la séquence 2015-2016 à peu près. On ne va pas comparer à la crise Covid, qui est une crise très particulière, qui ne peut pas avoir de point de comparaison sur la situation actuelle. Et en 2015-2016, je croise Jacques Delanoë, qui est l'homme de main de confiance, mais l'homme de main aussi de François Pinault, qui nous dit la chose suivante, qui est quand même une réalité, il nous dit les Bretons sont des Français optimistes. Je trouve que ça résume bien ce qui est notre capacité particulière en Bretagne de rebond collectif le plus souvent, parce qu'il y a une organisation en réseau, vous évoquiez les clubs d'entreprise, mais en tout cas il y a une capacité collective à sortir des crises et à limiter la casse dans les périodes de crise. Donc ça c'est un élément qui est fondamental dans la bonne compréhension de la situation de l'économie en Bretagne. Et donc, de ces capacités d'anticipation, en fait, déterminent la capacité à sortir des crises, d'où le diagnostic, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, sur le besoin d'investir des entreprises à un moment où on pourrait se dire, c'est un moment plus difficile, donc l'investissement, c'est pas forcément le premier réflexe dans ces moments-là, surtout quand il y a des enjeux sur les trésoreries avec les vagues d'inflation qu'on vient de subir, même si l'inflation est en train plutôt de se stabiliser. Eh bien, cette capacité d'investir, elle est cruciale, en particulier en Bretagne, compte tenu du vieillissement, à la fois de la moyenne d'âge des salariés, mais aussi des outils de production bretons. Et donc, la question de l'accès à ces leviers d'investissement va être cruciale. D'où l'importance qu'on va porter sur les grosses entreprises de notre territoire. Est-ce qu'elles sont en train d'investir ou pas pour se donner de la visibilité? Or, c'est ce qu'elles font. C'est un des éléments de confiance qu'on peut avoir sur le territoire de Caisse-Standard Communauté, c'est que les trois plus gros employeurs du territoire sont tous en train de regarder, y compris la mobilisation de crédits et régionaux et européens, pour porter des investissements significatifs sur leur site industriel. Et ça, c'est quand même extrêmement rassurant, parce que Procanard, on l'a évoqué, Gaillance bien évidemment, mais aussi la SPI, qui est une entreprise un tout petit peu petite, mais quand même significative à Béric, et qui, elle, dépend d'un donneur d'ordre allemand. Donc il est rare, très rare, que dans cette entreprise, on donne des feux verts pour des investissements. Or là, ils ont été donnés. Donc en réalité, les 1000 premiers emplois de notre territoire sur ces trois sites industriels-là, ils sont en tout cas accompagnés d'investissements très conséquents sur les sites eux-mêmes. Et ensuite, on a aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le moyenne d'âge des salariés. Donc il y a besoin aussi d'investir sur la formation des salariés pour pouvoir recruter plus correctement. C'est-à-dire qu'on fait monter en compétence les ouvriers de l'entreprise et on recrute plutôt au bas de l'échelle, parce que c'est là où on peut encore recruter aujourd'hui. Donc ça c'est la question de la gestion du temps et de l'effort d'investissement de nos entreprises. J'évoquais tout de suite la question de l'inflation. Il ne faut pas la négliger. Donc elle a été de 13% sur le cumul des 4 dernières années à peu près, donc 14% si on regarde bien. Avec quand même un moment où là on est redescendu sous 2% pour l'année 2024, donc on est revenu à une inflation à peu près normale. Néanmoins, il faut quand même regarder aussi l'inflation du territoire, notamment le marché immobilier, qui est un bon indicateur, et qui lui est encore 6 points au-dessus de l'inflation du territoire. Ce qui veut bien dire qu'il y a
il y a une pression d'abord sur la mobilité en tant que telle, mais il y a aussi une montée en capital collectif des habitants de ce territoire, parce que ça correspond aussi à ça, la réalité foncière d'un territoire. Donc ça, c'est le temps. L'espace, je vais laisser Javid faire la partie la plus... Je vais faire par cercle concentrique, mais je vais laisser Javid faire l'hypercentre du territoire, le centre-ville de la commune des Questember. Moi, je vais regarder par cercle concentrique ce qui se passe autour. D'abord, à Questember même, il y a des autres activités communautaires qui fonctionnent plutôt bien, qui se remplissent plutôt bien. On a des projets sur un village d'artisans, parce qu'on a un problème d'enjeu de densité, c'est-à-dire qu'à notre niveau, la compétence pour occuper au mieux l'espace, pour avoir le maximum d'entreprises qui s'installent sur un territoire, il vaut mieux le confier, c'est ce qu'on a fait avec le promoteur, en l'occurrence de la presqu'île guérandaise, donc habitué à gérer des concentrations dans des zones restreintes. Donc ça, c'est plutôt un bon signal à la fois de gestion de l'espace et d'arrivée d'entreprise. On a ensuite, sur la partie plus commerciale, dont on a beaucoup moins la maîtrise, une installation d'un promoteur qui est en train de commercialiser un certain nombre de lots. Alors, toute la difficulté, en l'occurrence, parce que je sais que ça peut inquiéter un certain nombre d'entre vous, c'est que à la fois, on est à la fois propriétaire du terrain concerné, en face de la caserne des pompiers, et en même temps, une fois qu'on a déterminé le découpage des parcelles et le positionnement des bâtiments, d'une certaine manière, nous, notre rôle s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir les activités qui s'installent. Alors évidemment, quand on détermine l'implantation, on peut restreindre un certain nombre d'activités. Donc on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de drive, pour le dire vite, en tout cas de drive alimentaire. Vous voyez quel type d'activité auquel je fais référence. Donc ça peut se bloquer par ce biais-là, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire en termes de gestion de l'activité. Or, bon, là, en l'occurrence, ce projet-là, il va avancer. Le promoteur, c'est le Basile, il va avancer assez vite pour 25, mais ça prouve aussi une forme de dynamique commerciale du territoire. Et puis enfin, sur la partie gare, je rappelle quand même que, puisqu'on est sur une soirée économique, que la gare, c'est quand même un atout économique considérable, la gare Questember pour le territoire, et que c'est en train de devenir la gare de Vannes. Je le dis régulièrement pour être un peu provocateur, mais c'est une réalité, parce qu'en réalité, les gens qui choisissent de venir à cette gare, entre Vannes et Questember, la ligne se déplace de plus en plus, donc les gens choisissent de plus en plus cette gare. Mais sur cette zone-là, il est en train de se passer d'abord, il y a une entreprise logistique qui travaille bien, et qui accueille des entreprises de stockage, etc. Et puis il y a un bâtiment tertiaire qui va arriver assez rapidement désormais dans la continuité du bâtiment communautaire. Donc si on regarde ce premier prisme, on se rend compte qu'on est plutôt dans une situation dynamique. Quand on prend déjà le cercle plus au-dessus, c'est-à-dire le cercle du périmètre communautaire, on a une zone industrielle qui est en train de sortir de terre à Lauzac, autour du site de Pont-Canard, et avec un positionnement stratégique qui est évidemment idéal, puisqu'on est quand même très proche de l'axe de la 2x2 voies entre Vannes et Nantes. Et puis il y a aussi un triangle qui va jusqu'à Saint-Nazaire qui est extrêmement intéressant sur le plan économique. Ensuite, on a deux gros projets industriels qui sont en train d'arriver à la vraie croix en face du site de Gaillance avec une entreprise AB Technologies qui est en train de structurer ce site-là. Et puis on a le dédoublement du site de Panemex à Malensac, là ça rééquilibre vers l'est du territoire. Donc là aussi, on a des projets qui sont extrêmement mobilisateurs et intéressants, qui auraient pu être fragilisés par les enjeux liés à la crise politique sur l'urbanisme liée à l'annulation du PLU, mais en réalité, on a réussi parce qu'il y a aussi capacité de réaction très forte à préserver les projets économiques du territoire malgré ce contexte un peu difficile. Donc de ce point de vue-là, on a quand même un contexte là aussi plutôt favorable. Alors on pourrait se dire, vu ce qui se passe autour, est-ce qu'il y a des cris-risques, on est un peu dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que par contre, dès qu'on va sur la frange d'au-dessus, évidemment il y a une souffrance très forte, puisque demain on sera en comité de pilotage sur le territoire d'industrie. Évidemment, ça va être le premier coquille post-décision, on avait annulé celui qui avait dû avoir lieu en décembre, mais donc le premier coquille du territoire d'industrie après l'annonce de la fermeture de Michelin, avec en plus le fait que la dirigeante de Michelin était quand même l'industrielle la plus impliquée dans la dynamique. Donc il va falloir qu'on reparte avec ce coup dur et qu'on construise malgré tout notre stratégie de territoire qui, je le rappelle, concerne l'ensemble de ce qui était historiquement le Pays de Vannes, c'est-à-dire l'agglomération de Vannes, Questember Communauté et Arc-Sud-Bretagne. Et puis ensuite, quand on va au-delà et qu'on regarde la dynamique des autochtones, on retrouve une fragilité que j'ai décrite au début, c'est-à-dire
un agroalimentaire qui est malgré tout à ses fragilités. On a évoqué la crise sanitaire qui pouvait impacter l'abattoir de Lausanne. On voit bien que ça se joue quand même à des choses qui sont parfois ténues, et donc cet agroalimentaire retour, il sait qu'il doit se transformer, il sait qu'il doit s'adapter à la fois aux enjeux climatiques, mais aussi à une demande qui, elle, ne suit pas toujours les besoins qu'on ressent du bien manger, et donc j'en finis par là. Il y a un moment où la solution et la réponse, c'est à la fois le travail collectif, mais aussi la prise de risque. Et la prise de risque, moi, je peux souligner pour terminer, c'est la prise de risque pour le coup de la ville de Questenberg sur sa restauration collective, pour redonner aux agriculteurs locaux les débouchés dans les marchés publics de la commune. Jusque-là, effectivement, on avait des clients, des fournisseurs qui étaient très très éparpillés partout en France d'une certaine manière. Et là, le recentrement sur le territoire, eh bien, on a aussi à la fois amélioré la qualité, puisqu'on s'est tourné vers une agriculture de qualité, quelle que soit sa forme, mais aussi on a redonné des marchés à des entreprises du territoire pour être d'une certaine manière dans ces logiques de solidarité qui étaient évoquées. Donc voilà, vraiment à l'entrée, le tableau que moi j'ai envie de dresser, qui est un tableau optimiste, et j'assume cet optimisme de combat qui doit être le nôtre pour cette période qui commence. Voilà, merci à vous. Sur cette note d'optimisme, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année pour ceux que je n'ai pas croisés. Et je voulais excuser la présidente de l'UDEC qui n'a pu être là ce soir, qui aurait dû être sur la scène, qui pour le coup aurait été un petit peu plus féminine et n'a pas pu se rendre disponible et soufflante. Et je remercie les représentants du bureau de l'UDEC que j'ai aperçus dans la salle. Moi, je vais recentrer un petit peu le débat sur le centre-ville, notamment, alors sans vous faire une liste à la Prévert des projets qui sont en cours, mais pour reparler des dispositifs Petite Ville de demain. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une présentation dans d'autres instances. Il s'agit d'un dispositif issu d'un appel à projet de l'État auquel le Questenberg Communauté a répondu, deux communes lauréates, Questenberg et Malansac, et qui vise à redynamiser le centre-ville. C'est la raison pour laquelle moi je reprends la main dans la présentation sur le centre-ville, parce que ce dispositif ne s'applique pas aux zones extérieures. On a dû déterminer un périmètre resserré sur le centre pour pouvoir recréer un parcours marchand visant à redynamiser le centre-ville, pas uniquement sur le commerce, mais également l'habitat. Monsieur Dano l'a dit, il y a un nombre important de demandes de logement, la mobilité, je vais vous parler du plan de circulation, la culture, le patrimoine. Ce soir, on parle économie, commerce, artisanat, donc je vais vraiment faire un focus sur l'aspect commercial, sur le parcours marchand, notamment avec une étude qui a été faite sur un plan de circulation, avec un certain nombre d'axes que vous voyez à l'écran, un constat qui a été fait, un problème de stationnement, beaucoup de voitures ventouses sur les zones bleues. Et ça, c'est quelque chose qui a été remonté puisque nous avons travaillé avec les différents partenaires, les commerçants, les associations, les écoles, les représentants des établissements dans la salle. Le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait très peu de mouvements sur certains parkings où en zone bleue, certaines voitures restaient toute la journée. Donc l'idée est de remettre un petit peu à jour les zones bleues. Il y a un travail qui a déjà été commencé en 2024 sur les zones existantes, avec en projet une extension des zones bleues pour favoriser le mouvement sur les différents parkings. La vitesse excessive en centre-ville, c'est un vrai sujet. Il existait des zones 30 et des zones 20 qui vont être étendues et surtout mieux signalées, de sorte qu'elles soient le possible respectées. Et on a commencé à travailler sur certains sens de circulation que vous avez pu pratiquer. Notamment la place du 8 mai, la place René Mulot et la place de Léon, j'ai toujours du mal entre Léon et René Mulot. On a revu les sens de circulation du 11 novembre et du 23. Les retours sont plutôt positifs, tant de la part des usagers, même s'il y a eu quelques sens interdits qui ont été franchis dans un premier temps, mais plus par habitude et maladresse que par volonté de détourner la règle. Le retour des commerçants, et vous pourrez vous exprimer pour ceux qui sont présents, sont plutôt positifs, avec un petit bémol sur la vitesse, mais nous y travaillons sur les zones 20 et zones 30, comme je disais, donc
On espère pouvoir y arriver. Et on sait aussi qu'on est en période de test et que s'il y a des ajustements, des adaptations à apporter, bien évidemment, on restera à l'écoute pour vous accompagner. Comme je disais, donc améliorer la lisibilité des centres de circulation et surtout réduire la vitesse dans l'hypercentre pour aussi maintenir les gens et favoriser la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et la voiture. On a dû évidemment prioriser les travaux puisque ces beaux projets ont un coût. Donc ce que l'on souhaite faire, et vous le voyez là en rouge à l'écran, c'est ce que nous avons estimé comme étant une priorité forte. Les cheminements vélo-gare centre-ville, il y a des pistes cyclables qui fonctionnent bien, mais il y avait quelques ajustements à apporter. Ajouter des places de stationnement réservées, notamment pour les personnes à mobilité réduite, pour favoriser toujours le flux de circulation. Les différentes places, avec une sécurisation des zones piétonnes, des places de stationnement à minute, zone bleue. Donc tout ça a été visé de sorte que l'on puisse réaliser le maximum de choses dans un temps relativement court. Donc il y avait les urgences en termes de sécurité, de déplacement, également le coût, de sorte que dans un délai relativement court, on puisse réaliser le maximum de choses, qui a été commencé en 2024. On flèche, alors le budget n'est pas voté, mais on espère pouvoir voter au budget une enveloppe de 100 000 € pour poursuivre les travaux en hypercentre, pour poursuivre ce qui a été entamé en 2024. Alors évidemment avec les ajustements qui devront être réalisés, là le bureau d'études qui nous a accompagnés a fait une estimation au vu des éléments que nous avions, des éléments de connaissance que nous avions, et on a pour pratique, et Jean-Pierre qui est quelque part dans la salle ne va pas me contredire, c'est quand on engage les travaux, on ne refait pas simplement le bitume et la peinture, mais on regarde également ce qui se passe en dessous en termes de réseau. Et sur certains projets, notamment, je vous vois à l'écran, le carrefour du Pilori et de la rue du Calvaire, qui est vraiment un carrefour qui doit être sécurisé, mais aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'éléments, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe sous la rue. Par ailleurs, vous avez évoqué, au terme des présentations, la fermeture d'un certain nombre de commerces autour des Halles, et M. le maire l'a dit, M. Dano l'a dit, mais malheureusement, le droit de propriété reste un droit très français, et quand on a un local vide, on a un propriétaire, de futurs locataires, et je voyais à l'écran tout à l'heure, dans les priorités, le foncier et l'immobilier, c'était 9% dans l'estimation de la CCI. Je suis un peu surprise par le chiffre, puisque personnellement, toutes les semaines, quasiment, je reçois des porteurs de projets, alors avec des projets plus ou moins arrivés à maturité, mais souvent le point de blocage, c'est le local, avec un prix de loyer qui souvent est élevé, et c'est aussi mettre en adéquation l'offre et la demande en termes de surface. Malheureusement, parfois, on a des demandes de 100 mètres carrés, les locaux qui sont libres dans la période d'en font 50. On n'a pas non plus le pouvoir de pousser les murs, et on n'a surtout pas le pouvoir d'imposer un prix de loyer, d'imposer les contraintes qui sont celles d'un porteur de projet qui s'installe et d'un propriétaire qui lui met un bien en location. En termes de projet, alors je vois la petite carte qui est à l'écran. Tous les ans, on édite un petit flyer que vous aurez à disposition sur les tables dans la salle de réception, avec l'identification des commerces de proximité, alors dans le centre-ville et dans les zones. Alors, le flyer a été mis sur le site de la ville, merci Morgane qui a fait ce travail, et les flyers papier sont à votre disposition ce soir. On a un petit peu retardé la publication, parce qu'effectivement il y a des locaux vides, mais il y a des locaux aussi qui se remplissent, et dans la période où nous étions en train de rééditer le flyer, les négociations étaient encore en cours et les commerçants n'étaient pas installés, donc on a voulu attendre que les projets dont nous avions connaissance étaient en cours d'aboutissement pour pouvoir éditer. Et je le précise parce qu'à la sortie, il y a eu quelques réactions. Effectivement, le flyer ne comporte pas tous les services, tous les professionnels. L'idée, c'était de faire connaître les commerces de proximité et les commerces du quotidien.
Donc effectivement, vous n'avez pas les garages, vous n'avez pas les ateliers de mécanique, on n'a pas forcément les pharmacies, les professions paramédicales. Peut-être qu'on évoluera, mais l'idée sur un flyer triptyque, on ne peut pas tout mettre, c'était vraiment d'accompagner notamment les nouveaux arrivants pour qu'ils aient une bonne connaissance des commerces qui étaient à leur service. Mais bien évidemment, ça évolue et l'année prochaine, on pourra aller au-delà de ce qu'on a pu mettre ces dernières années. Et je voulais juste préciser en termes de projets économiques qui arrivent sur le territoire, un projet de jeunes travailleurs, de foyer de jeunes travailleurs, qui va sortir en lieu et place de la trésorerie, donc dans le bâtiment de l'ancienne trésorerie avec une extension. C'est pas neutre. Là aussi, un appel à projet de l'État. Et si on a été retenu, c'est qu'il y a un réel besoin. Il y a un état des lieux qui a été fait par l'URACH, qui est l'Union régionale sur l'accueil des jeunes actifs. 30 places pour les jeunes qui s'installent sur le territoire. Alors un atout, vous l'avez dit, la gare, mais aussi des entreprises qui fonctionnent bien sur le territoire. Mais l'accueil des jeunes est parfois un frein, puisqu'il n'y a pas de logement pour les accueillir. Donc les travaux devraient commencer en fin d'année, donc normalement de fin 2026, début 2027, le bâtiment devrait pouvoir accueillir nos jeunes actifs. Et une action que je cite, puisque d'un côté des Halles, effectivement, nous avons des locaux qui sont fermés par manque de locataires pour l'instant, et de l'autre côté, on a aussi des bâtiments qui ne sont pas très heureux, et on a lancé une action de biens en état d'abandon manifeste. Vous avez peut-être vu des grands panneaux donc sur deux sites de la commune, puisqu'on est en négociation avec des héritiers pour des successions qui ne se règlent pas depuis de longues années. Et là, c'est pareil, si on n'engage pas des mesures coercitives, on a peu de pouvoir pour forcer les gens à se mettre d'accord et à décider de vendre leurs biens. Et à défaut de vente, il n'y a pas de rénovation et les bâtiments s'abîment, ils ne sont pas en très bel état et ce n'est pas une image très florissante de notre centre-ville. Et juste sans être plus longue, la dernière chose que je voulais citer, sur le flyer, alors là on ne le voit pas bien, mais sur la première page c'était plus parlant, on a essayé d'identifier le temps qu'il fallait pour rejoindre l'hypercentre, donc les Halles, depuis nos différents parkings. Parce qu'on constate souvent, les gens pour accéder au commerce, ils pouvaient rentrer avec la voiture dans la boutique, ça serait parfois bien pratique. Et on s'est rendu compte en faisant l'étude que la plupart de nos parkings sont à moins de 5 minutes de l'hypercentre. Et actuellement, il y a des travaux qui se mènent entre le parking du cinéma et la place du 8 mai, la maison Le Borgne, la maison des anciens propriétaires, qui permettra de relier les deux parkings, la place du 8 mai et le parking Belmont, place du cinéma, avec pour objectif une extension de ce cheminement vers la maison médicale à terme et un bouclage vers la place du Marchis. Et là, on est un petit peu bloqué, il reste quelques dizaines de mètres à réaliser. Là aussi, avec des propriétaires qui ne sont pas pour l'instant vendeurs et qui bloquent un petit peu la finalisation de ce projet. Donc, je ne vais pas être plus longue, parce qu'après, on va encore dire que les femmes sont bavardes. Je suis toute seule sur la scène, donc je repasse la parole à monsieur. Merci. Je vais faire un petit peu de conclusion et puis on pourra rebondir. Et puis l'intérêt c'est qu'on ait quelques questions s'il y en a dans la salle, et sinon on échange autour d'un verre, ça marche aussi très bien. Mais il peut y avoir des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Moi je voulais juste rebondir sur un ou deux éléments qui ont été dit là. Moi, je considère qu'on a des atouts. On a parlé de la gare, on a parlé d'entreprises dynamiques sur le territoire. On a des professionnels de santé, parce qu'on n'a pas parlé de ce côté-là, mais quand on regarde tout sur la carte, voilà, le côté santé, on peut trouver que c'est tendu sur certaines professions. Alors, voilà, on peut se désoler de la situation, mais quand on regarde d'autres territoires, c'est bien pire. Et donc, malgré tout, on attire encore des professions médicales. On a actuellement des porteurs de projets qui sont venus nous voir et qui sont à la recherche de locaux
médicaux sur ce sujet-là. Et donc nous, ils sont dans la salle et on essaye de les accompagner du mieux possible là-dessus, parce que pour les professions médicales, le foncier est aussi un véritable sujet. On a parlé du coût du foncier. Voilà, c'est toujours important, et l'objet de cette soirée, c'est aussi de dire que nous, on ne peut pas tout. Lionel Jospin l'avait dit sur ce sujet-là, mais par contre, à notre échelle locale, on essaye de faire beaucoup de choses. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, il a été abordé, mais en creux, par les 3 intervenants du milieu sur la transmission agricole. Certes, il y a une cinquantaine d'exploitations qui vont se transmettre dans les années qui arrivent, mais on a la chance, parce qu'il y a Mille Énergie et que la Chambre d'agriculture du Morbihan et de la Bretagne d'ailleurs souhaite le faire. Nous avons signé en décembre, Patrice et Laurent Carrière, le président de la Chambre d'agriculture et la région Bretagne, une expérimentation qui commence dès le début du mois de février, là, incessamment sous peu, sur des échanges parcellaires, travailler des groupes de cédants qui veulent avancer sur leur projet de cession. Sébastien l'a fort bien dit, c'est préparer une cession, et c'est la même chose, Julien Marsac l'avait dit l'année dernière, et je pense que Stéphane Gidon dira la même chose, une cession d'entreprise, quelle qu'elle soit, ça se prépare. Parce que les conditions sont probablement plus dures pour les installer, ceux qui veulent s'installer maintenant, qu'il y a 25-40 ans quand on a démarré l'activité. Donc c'est un vrai gros sujet, et cette expérimentation, il n'y a que 8 territoires en Bretagne, 2 dans le département du Morbihan, Pleuhermel communauté et Questenvers communauté, et je dois dire que c'est aussi, s'ils viennent nous voir, on envoie les signaux que nous, en tant qu'élus, on a envie de se saisir de ces problématiques-là. Donc voilà, c'est juste pour ajouter cet élément-là, parce que moi je considère que nous élus, on n'est jamais totalement parfait, mais on essaie toujours d'avancer. Et de ce point de vue-là, les porteurs de projets qui existent dans le territoire savent que quand il s'agit de mouiller un tout petit peu la chemise, que ce soit en CDAC, quand c'est sur les commerces, que ce soit lors des discussions qu'il peut y avoir entre différents intervenants, notamment fonciers, on peut essayer de faire le médiateur, mais notre rôle va s'arrêter là, parce que sinon après on pourrait être taxé d'interventionnisme et puis de favoritisme, ce qui ne peut pas être le cas. Donc en tout cas voilà, je remercie tous les intervenants, et puis Stéphane voulait rebondir sur un élément qui a été dit récemment sur le commerce. Oui, vous parliez, du foncier, mais il y a quelque chose qu'on voit très bien à la CCI et qu'on oublie, mais c'est que le commerce se transforme énormément. Et donc aujourd'hui, pour travailler avec Odélor à Lorient ou l'ORT pour le Palais à Belle-Île-en-Mer, les commerces d'aujourd'hui et de ceux qu'on a connus, l'ORT, petite ville de demain, ça a été fait, c'est comme ça, mais il y a 10 ans, et le commerce en 10 ans, il a largement évolué. Alors vous le faites tous sur votre portable, mais le digital est là, le e-commerce est là. Le problème du législateur, on va dire, de la France, c'est qu'elle va mettre 20 ou 30 ans à se dire ah oui, il y a du commerce qui se fait en ligne. Donc aujourd'hui, toute la pression fiscale est faite sur le commerce physique, parce que l'État français est très bien fait, c'est du cadastre, on sait où sont les commerçants, on sait où on peut prélever l'impôt. Et aujourd'hui, du digital, qui représente 15% aujourd'hui du commerce quand même, vous connaissez Amazon ou des choses comme ça, il paye à un endroit, mais il fait du commerce partout. Le commerçant dans sa boutique, il paye, il a une pression fiscale. Je pourrais rechercher les chiffres avant d'y aller, mais c'est 2,4 fois plus important qu'un Amazon, quoi, sur un prix vendu. Et le problème du législateur, c'est que le temps qu'il réfléchisse, il va se mettre du temps, et on voit beaucoup. Alors, j'ai parlé du tourisme tout à l'heure, mais l'habillement est en forte dégradation à Odélor, Lorient, grosse ville, et son centre-ville. Vannes, c'est un peu différent, il y a plus de touristes, mais voilà, il y a beaucoup de boutiques de vêtements qui ferment. C'est juste, c'est pas. Il y a un problème de loyer, mais encore, c'est surtout que le commerce se fait maintenant essentiellement en ligne, et donc on a des collègues, j'en connais plusieurs, qui sont avec moi élus à la Chambre, c'est du -30 l'année dernière, donc autant vous dire
suite, parce que beaucoup ne peuvent plus payer leur loyer, c'est sûr. Mais c'est juste qu'en même temps, la pression aussi fiscale est trop importante et qu'on oublie une grosse partie du commerce qui mute et qui va encore muter encore plus avec l'IA. Parce que là, c'est l'IA qui vous dira comment vous habiller et elle dira pas votre commerçant. Donc, tout ça, je préfère le pessimisme, mais on va avoir pas mal de travail pour les ORT pour remplir les centres-villes des communes. Merci. On va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est aussi l'objet qu'on ait ces échanges-là, et des questions qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde. Donc, Janine est partie avec le micro. Soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne question. Du coup, moi, je vais en poser une. Peut-être que ça démarrera le sujet. On a fait une toute petite opération au moment de Noël, où dans nos affiches, on incitait nos citoyens à faire leur course de Noël dans le centre-ville de Festambert. Qu'est-ce que vous proposeriez à des communes comme les nôtres d'activer comme levier supplémentaire? Nous, on n'a pas énormément de moyens en termes de communication par rapport à des grandes chaînes de distribution et de distributeurs en ligne. Les petits artisans, les petits commerces, ils ont aussi une force de frappe qui est évidemment bien plus faible. Voilà, dans les objets de mutualisation, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites, que vous connaîtriez par des métiers différents? Je ne sais pas, Sébastien. Moi, pour le coup, je suis aussi adhérent à l'UDEC et c'est vrai que pour rencontrer alors Cœur de Vannes ou celle de, il y a une association des commerçants qui a fermé, mais c'est vrai que l'UDEC j'en ai 3, je suis aussi à Auray, avec Capalray maintenant, ça s'appelle Capalray. Et Capalray et l'UDEC, ça marche bien parce qu'en même temps, ces associations sont hyper soudées. De mémoire, il a été organisé à Loto il y a peu de temps, donc ça fait une grande cohésion entre les commerçants et c'est ça qui fait qu'un centre-ville marche bien, c'est que tout le monde s'entende, que quand il y a un boulanger qui est fermé ou en vacances l'autre est ouvert, on se parle. Il y a bien sûr le digital, le Facebook de la ville, pour le réseau social, mais on l'a vu pendant la Covid à la CCI, tous les commerçants qui avaient une page Google à jour, juste Google, même pas Facebook, ils ont fait 15 à 20% de chiffre en plus parce qu'en même temps les commerces continuent à vendre, donc il y a cette connaissance du réseau social et puis surtout cette cohésion est une forte, même si on est un peu plus individualiste, mais quand on joue collectif, c'est bien pour tout le monde. C'est clair. Ça permet de rappeler qu'il y a un dispositif qui s'appelle Passe Commerce, qui est aussi un dispositif, là pour le coup, de financement cofinancé région Bretagne et avec les EPCI, donc pour nous les standards communautés. Il me semble que pour le coup, c'est un dispositif qui est souvent activé. On traite quand même de dossiers tout à fait significatifs chaque année. Donc je rappelle, c'est l'aide à l'équipement au moment où le commerce s'installe sur un territoire, dans les centralités. Ça permet quand même de nous financer de manière raisonnable. Enfin, c'est quand même des sommes qui sont appréciables au moment d'installation d'un commerce. C'est un dispositif qui pour le coup, qui est spécifique à la région Bretagne. Les autres régions ne font pas ça. Et on a un chiffre qui est quand même assez impressionnant, c'est que plus de 90% des communes qui ont un commerce dans leur commune ont bénéficié au moins une fois de Passe Commerce en moins de 10 ans. C'est pour le coup un des rares dispositifs qui va en profondeur dans les territoires. Deux mots très spontanément sur cette question. J'essaie de structurer la réponse. Le collectif, oui. Remettre de l'humain dans une société de plus en plus individualiste où parfois on ne se parle pas, c'est juste essentiel. Il y a déjà des initiatives qui ont été citées sur rendre plus attractif. Hier soir, j'étais à la qualité roi de l'UDEC et de la fusion UDE. Je salue le travail que Jacqueline fait s'agissant de la carte, la fameuse carte, tu pourras nous en parler, Jacqueline. Dans certaines villes de taille peut-être un peu plus grande, et c'est un sujet qui a déjà été évoqué, et je ne veux pas faire l'écho des membres de l'UDEC, je ne suis que membre, on
parle souvent, ou j'ai déjà entendu parler, de managers de centre-ville. Alors le problème, c'est que l'UDEC n'a pas les moyens financiers de rémunérer une personne à rassembler tout le monde. Voilà, c'est peut-être une piste à creuser, mais forcément, ça nécessite des moyens financiers et une volonté peut-être politique ou pas, et je ne rentre pas dans le débat de la politique. Janine a pris, excusez-moi. Excusez-moi, Yannick Louis, chambre de commerce, du coup. Simplement une remarque pour rebondir effectivement sur le dispositif passe commerce et artisanal dont on a parlé Maxime. Effectivement, les commerçants ou même porteurs de projets, puisque le dispositif accompagne à la fois la création, la reprise, mais aussi le développement d'entreprises. Surtout, n'hésitez pas à contacter soit la chambre de commerce, soit la chambre de métier, puisque ce sont les deux partenaires qui vous aident à monter ce type de dossier. Pour vous, c'est gratuit et c'est un dispositif effectivement qui est super intéressant. 30% d'aide sur de la subvention, donc sur les équipements de production, de fabrication, de l'enseigne, des devantures, de la vitrine réfrigérée, plein de choses intéressantes. Voilà. Pour les commerces de proximité en centre-ville. Pas dans les zones d'activité. Janine parlait tout à l'heure des mobilités dans le cœur du centre-ville. C'est pas une question qu'à Questenberg, c'est une question qui est partout. On parle de Auray, on voit dans nos petits bourgs aussi à nous. La population augmente, le nombre d'automobiles par individu ne diminue pas. Et donc forcément, on va devoir apprendre à travailler ou à se déplacer en prenant peut-être moins son auto ou d'accepter de la stationner à l'endroit du marché. C'est vrai partout ça, et on n'a pas d'autre solution que d'accepter de marcher quand on va stationner ou de se déplacer en vélo ou à pied. C'est une évolution incontournable. Ça me fait rebondir sur autre chose. Boris parlait tout à l'heure de l'expérimentation qu'on va monter sur Questenberg par rapport à l'agriculture. On doit aussi, nous, les agriculteurs, travailler sur la mobilité que l'on a, que les tracteurs deviennent encombrants. On se déplace souvent pour aller trouver des parcelles qu'on a historiquement sur l'exploitation. Et dans l'expérimentation qu'on va mettre en place, on va aussi faire travailler les agriculteurs tous ensemble, c'est un travail très collaboratif pour que éventuellement on puisse faire des échanges de parcelles, l'échange parcellaire, pour que les gens puissent rapprocher des parcelles de leur siège d'exploitation, et c'est-à-dire être moins sur la route, parce que en termes de bilan carbone, c'est pas terrible, ça donne des coûts de carburant, des coûts automatiques, ça prend du temps, donc il y a des réelles économies à faire, puis aussi dans l'apprentissage qu'on doit faire pour se tolérer sur les routes et apprendre à vivre ensemble, ça fait partie de ça. On a la chance sur notre communauté qu'on a historiquement plutôt une culture du travailler ensemble, des QA, des groupes de développement et ainsi de suite. Et donc on devrait arriver à de bons résultats avec ce travail. Je me permets, excusez-moi, je laisse la parole après les autres. Simplement, pour toutes les entreprises qui ont des projets, pour des porteurs de projets qui justement portent des projets, surtout n'hésitez pas à contacter soit la CCI, soit la chambre de métier. Et on parlait des commerces, mais vous sachez aussi que les artisans qui sont plus dans la transformation de la production et les industriels aussi peuvent bénéficier d'aide. Alors, il y en a de moins en moins, malgré tout, mais il y en a encore, donc surtout n'hésitez pas à contacter Questenberg Communauté. Je pense notamment à Marc Lebrun, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas on travaille beaucoup avec lui, et puis donc votre champ de confiance. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que vous préférez les garder pour vous en one-to-one avec nous ou entre vous. Donc je ne vais pas volontairement bloquer tout le monde dans la salle pour des échanges. Juste pour conclure, du coup, voilà, vous représentez nous les vœux que l'on a, que cette année 2025 puisse vous permettre de maintenir et développer vos activités, d'installer des activités sur le territoire. Et on voit que les chiffres jusqu'à présent sont plutôt dans ce sens-là sur notre territoire, donc c'est plutôt un aspect très positif. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin de complémentarité très très forte. Maxime a parlé du projet qui est en face à la caserne d'installation de nouveaux commerces, donc dans une zone un petit peu plus loin. On m'a
m'a sollicité beaucoup pour savoir qui allait s'installer. Je me suis refusé d'en parler parce que je l'ai fait une fois au début et mon voisin m'en veut un tout petit peu parce qu'on avait parlé d'enseigne de surgelé et au final ça ne s'est pas fait. Ni dans le cadre du projet qui était celui pour Portet-Borough-Voisine, ni sur celui de Stéphane. Et du coup, je réitère le fait que je n'en parlerai pas. C'est l'occasion qui m'est donnée parce que finalement toutes les choses ne sont pas signées, ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai dans les activités, mais notamment économiques, puisque c'est une question de confiance les uns envers les autres quand on décide d'aller sur quelque chose. Et donc, comme c'est pas moi qui interviens, c'est vraiment le porteur privé et les porteurs de projets individuels qui vont se décider là-dessus. Et moi, c'est hors de question que je me prononce là-dessus. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des projets dans les tuyaux. Et dans les nouveautés qu'il y a sur le territoire, parce que j'ai un de mes agents qui m'a envoyé un petit message en me disant dans le monde agricole, on a parlé de ce qu'est l'histoire du territoire agricole avec l'élevage et la polyculture aussi, très fortement. Et bien, on a parmi nous ce soir, et je la salue, une viticultrice qui s'est installée il y a très peu de temps, il y a 3 ans, je pense, ça doit être à peu près ça, sur le territoire, et donc elle sera là, j'imagine, pour boire un verre dans la salle polyvalente qui est juste au fond, pour dire que les transitions et les choses qui peuvent nous inquiéter vont amener aussi des nouveautés. Ce qui est la grande force de notre territoire et je pense de tous les acteurs qui sont là, c'est cette capacité de s'adapter et de se projeter positivement dans l'avenir. Donc je réitère les vœux vraiment individuels de réussite et de santé, et puis je vous invite à continuer la discussion juste à côté. Merci beaucoup, messieurs, dames, parce que Janine n'est plus sur la scène, mais je la remercie. Merci beaucoup. Ouais, c'est un moins plus sec l'année dernière. Oui. Pas mal. Hein? Parce qu'il y a moins de monde que l'année dernière. C'est ce que j'ai dit à Morgane, je me rappelle.